Yes. Salut Cécile, Salut Mélanie. ça va? Oui, et toi? Oui, je suis très contente de t'accueillir. Je suis très contente d'être là aujourd'hui avec toi. C'est chouette, je te remercie d'avoir accepté mon invitation pour partager ce morceau de ton histoire et pour échanger, passer un petit moment ensemble. Donc, je vais t'inviter à soit te présenter, soit directement raconter ce que tu souhaites de ton histoire personnelle. Ok, merci. Donc moi, je suis Cécile. Aujourd'hui, je suis consultante en nutrition santé. Ouais. Il y a 6 ans et quelques mois, j'ai perdu Thomas, donc le papa de mes enfants. J'étais enceinte de mon petit deuxième, donc Louis. Voilà, je l'ai perdu. J'étais enceinte de 8 mois et une semaine après, donc j'accouchais de Louis. Euh, donc, comment? Une semaine après, t'as dit? Ouais, une semaine après, Ouais. j'ai accouché de Louis, donc le lendemain des obsèques. Euh, Quand c'est arrivé, c'était un accident de vie. Donc, quand c'est arrivé, je l'ai vécu comme un cauchemar. En plus, comment ça m'a été annoncé, c'était aussi très difficile. Où on ne comprend pas trop ce qui se passe, où c'est que c'est une blague, on se dit que s'il va revenir, que je l'ai eu par SMS quelques heures avant. Mm. Euh, donc voilà. Donc après, comme Louis est arrivé assez rapidement, j'étais dans un flux où je gérais Jules qui avait un peu moins de 4 ans et où là s'est mis en place plutôt mon rôle de maman. Ouais. Donc faire la nuit, s'occuper de mes enfants. Donc j'étais dans un processus plutôt mode robot, mode robot, guerrière, mais plutôt mode robot, plutôt dans ce sens-là. Ouais, faut que je m'occupe des enfants et Je reste focus sur, c'est en mode survie. C'était ça, c'était un peu en mode survie. Euh, J'étais très bien entourée, j'avais beaucoup d'aide donc, de mes parents, de mes sœurs. J'avais ma petite sœur qui a vécu un petit temps chez moi pour m'aider. Et j'ai mes beaux-parents aussi qui étaient présents, donc les parents de Thomas et sa sœur et mon beau-frère. Donc, famille assez soudée. Parce que bon, moi, je vivais ce deuil de mon côté et eux vivaient aussi le deuil aussi d'une autre manière, ma famille aussi. Donc, chacun vivait son deuil à sa manière. Donc, j'ai repris le travail après mon congé mat directement. J'ai pas voulu prolonger, j'ai pas voulu non plus être en arrêt de travail ou quoi que ce soit. t'étais pas dans la nutrition à ce moment-là, hein, tu faisais autre Non, chose. j'étais dans les RH, dans le travail temporaire. Ouais. Donc, j'étais très contente de retrouver le travail, très, très contente. Par contre, j'avais quand même ces côtés où parfois je me levais le matin, où j'avais des crises d'angoisse que j'avais jamais eu avant, où j'avais des boules d'angoisse, où je dormais pas beaucoup. Pourtant, j'avais un bébé qui était adorable, il a fait ses nuits très vite. Alors, à 2 mois, je pense, comme la plupart des enfants. Jules, un peu plus compliqué. Le plus grand, il y avait des petites terreurs nocturnes. Donc, des fois, il y avait bébé Louis qui était dans ma chambre, dans son lit, puis mon fils qui me rejoignait où j'allais le recoucher. Euh, j'ai repris donc le travail avec ces petites crises d'angoisse où même au niveau travail et au niveau, j'ai eu cette bienveillance où ma responsable me disait si t'es pas bien, donc je faisais en fait mon travail. Et je lui disais, écoute, je peux pas, là, j'y arrive pas. Elle me dit, écoute, tu fais ce que tu peux. Puis en fait, je repartais. Je prenais des demi-journées où j'allais. En fait, j'avais besoin de sommeil. Moi, c'était beaucoup ça. Il fallait que je dorme pour récupérer du côté psychologique. Euh, J'en profite pour faire une parenthèse, mais il y a
des spécialistes, on va dire, dans ce que je regarde de mon côté sur le deuil, qui expliquent qu'en fait, effectivement, le deuil, c'est une période qui est particulièrement énergivore. Je ne sais pas si Mm. c'est un mot qui existe, mais en tout cas, ça parle. Ça prend énormément d'énergie parce qu'il se passe des phénomènes en fait dont on n'a pas conscience à l'intérieur de notre corps et qui font partie a priori du processus de deuil. Et donc, il y Mhm. a tout un tas d'alchimie, on va dire, qui se passe et ça pompe énormément d'énergie en fait. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui revient énormément, la fatigue extrême et en plus après, bah, avec tous les à côté, quoi. Enfin, Ouais, c'est ça. euh, C'est ça. Alors déjà, je pense qu'il y a une fatigue mentale très présente, puisque ben, quand tu es confronté au deuil de cette manière-là, alors moi, je n'étais pas mariée, je n'étais pas pacsée, j'étais juste sa conjointe. Alors sur le papier, hein, c'était un peu aussi où il y a énormément de choses administratives à faire. ouais. La succession, pour mes enfants. Il y a plein de choses à gérer au niveau des banques. Et ça te bouffe une énergie intense parce que tu es toujours obligé de raconter la même chose. Et au bout d'un moment, bah, c'est dur psychologiquement parce que tu as ce côté où tu as énormément de tristesse et de peine en toi et tu es obligé de le raconter aux autres. Ouais. Et tu n'as jamais les mêmes interlocuteurs, donc tu racontes encore et encore, puis ben, tu as les larmes qui montent, tu as envie de pleurer parce que tu te sens seule, parce que tu te sens fatiguée, donc tu te sens affaiblie face à ce système-là. C'est Je vulnérable. suis tombée sur des gens très bienveillants, hein, heureusement, sur ce système d'administration. Mais c'est vrai que ça te bouffe ton temps et ton énergie pour des petites choses qui pourraient être réglées assez rapidement. Donc, il y a ce côté-là. Alors j'avais repris à 80%, donc je partais le matin vers 7h30 et je récupérais mes enfants à 19h. Sur un 80%, j'avais pris mon mercredi. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai repris énormément le sport. Mm. Alors, je sais pas, j'ai eu une addiction au sport quand j'ai repris le boulot. Voilà, j'étais dans un mood où je mangeais du chocolat toute la journée et je faisais du sport. Et j'étais avec mes petites collègues, donc ça, c'était cool. Et un an après, on m'a proposé d'évoluer en tant que manager. Donc, je suis passée manager sur une structure de 4-5 personnes où j'avais énormément de poids, de chiffre d'affaires sur les épaules. Et en fait, la mission s'est pas super bien passée parce que j'ai pas été accompagnée pour mon évolution de poste. Dans la gestion de ma vie avec les enfants, je bossais sur mon 80%, donc gérer des problématiques quand j'avais les enfants. Et à un moment, ma société s'est positionnée sur quelque chose et j'ai refusé. Donc, il y a une part de négociation et en fait, je suis partie en rupture conventionnelle au bout de 15 ans. Donc, un gros challenge pour moi parce que j'étais seule avec 2 enfants. Ouais. Ça n'a pas été facile dans la décision, dans le Peur choix. à ce moment-là et Je me dis, si je me plante, je plante aussi l'avenir de mes enfants, hein, clairement. Hein. Donc, après, j'ai toujours ce tempérament je me disais, je vais y arriver, il n'y a pas de problème. J'avais été jamais au chômage de ma vie. Et quand ça s'est fait, quand j'ai arrêté, donc dans l'entreprise où j'étais avant, ça m'a fait un bien-être intérieur, ça a mm. bouffé d'air parce que c'était très stressant et très difficile à gérer avec ma vie de maman, avec 2 petits loulous. Donc, j'ai mis 4-5 mois à m'habituer à ce rythme parce que ne travaillant pas, c'était complètement différent pour moi. C'est-à-dire que je me retrouvais aussi à être la maman qui déposait ses enfants à l'école, que je ne faisais jamais avant. Bon, après, Louis, il a démarré l'école quand j'ai arrêté de travailler, je crois. Il a démarré à ses 2 ans et 8 mois après, j'ai arrêté de travailler. Donc, il y a eu ce moment-là qui était un peu complexe pour moi de me retrouver dans cette situation. Et j'ai commencé aussi à partir sur du développement personnel, à lire des bouquins sur la méditation, à lire pas mal de choses sur le développement personnel. J'ai entamé aussi une thérapie perso. Alors, je vais différencier les deux, thérapie perso.
où là, j'en avais vraiment besoin et c'est ce qui m'a aussi amenée à quitter mon travail. Donc, je l'avais démarré 3-4 mois avant la prise de décision d'arrêter dans cette entreprise. Parce que tu sentais, tu dis que tu sentais que tu en avais besoin parce que tu te sentais triste ou tu sentais que tu avais du mal à gérer les choses ou c'était… En fait, je n'arrivais plus à gérer. En fait, le côté pro, Ouais. comme tout allait bien, quand j'ai repris le travail et que ça me faisait énormément de bien, ça, comment dire, j'étais plutôt dans une bienveillance et dans un comportement dans ma société où il me mettait en valeur. Donc, ça me faisait un bien, ça m'apportait du bien-être intérieur avec le recul, parce que c'est vrai que là, j'y pense seulement. En fait, c'était le côté où je servais à quelqu'un, où je sais pas trop comment l'expliquer, mais il y avait cette bienveillance au travail parce qu'ils connaissaient mon DR, connaissaient mon parcours. Ils avaient été tellement bienveillants quand ça s'est passé que j'étais un peu coucounée, chouchoutée dans la société. Mais après, ça n'a rien à voir avec mes compétences quand ils m'ont fait évoluer, mais il y Non, avait vraiment… c'est aussi peut-être une question de sécurité. Moi, je sais que personnellement, on parlait de ça sur le groupe privé à un moment donné, du moment où on a repris le travail. Non, c'était dans un groupe de parole. Et en fait, moi, je disais que par exemple, j'ai repris le travail au bout d'un mois parce que j'étais en libéral. Et donc, on n'était que deux avec mon associé. Donc, en fait, quand moi, j'ai arrêté de travailler pendant un mois, bah, c'est lui qui a travaillé pleinement tout seul, alors qu'il avait quand même lui aussi une famille. Et, euh, et en fait, moi, j'ai ressenti clairement que ça me faisait du bien de reprendre le travail parce que, en fait, c'était le seul domaine de ma vie dans lequel que je sentais non atteint par le décès justement de mon mari. Et donc, c'était pour moi un peu une zone de sécurité, quoi. C'était ma zone que j'arrivais, qui restait un peu un point de repère dans ma vie. C'est peut-être, je sais C'est pas si ça ça. te parle, c'est peut-être ce que C'est ça t'évoquait aussi. C'était ton domaine, tu avais tes compétences, que tu connaissais ce domaine, c'est quelque chose que tu maîtrises en fait. Et je crois que ça. c'est vachement sécuritaire quand tu vis un deuil comme ça, parce que surtout quand c'est un accident, hein, moi aussi c'était un accident, et c'est vrai que du coup, tu t'y attends pas, tu as tout qui s'écroule en fait du jour au lendemain. Donc, C'est ça. tu essayes de t'accrocher à des trucs et C'est ça. Tu essaies de t'accrocher. quand tu travailles pas avec ton mari, eh Mhm. ben, c'est un des domaines effectivement qui reste stable en fait et identique. Oui, ouais. Puis tu as ce côté-là aussi, en fait, où tu sors de cette atmosphère aussi. Ouais. Euh, En étant chez toi, bah, tu as les souvenirs qui sont là, qui sont présents. Justement, alors j'ai pas regardé le live en entier, mais c'est sur le tri des vêtements, tri des objets, des photos. Moi, je me souviens, je l'ai fait très tôt. J'en avais vraiment besoin. J'ai tout conditionné et, et j'ai fait ce tri. J'ai gardé des choses et aujourd'hui, elles sont toujours là, à la même place. Alors, c'est des choses qu'on ne voit pas chez moi, qui sont vraiment… où quelqu'un qui vient chez moi ne se rend pas compte qu'il y a un manteau qui est toujours là, sous un blister, qui n'a Ouais. pas bougé depuis 6 ans. Et cette histoire de tri où j'ai trié toutes les photos, où il y a une boîte, c'est un peu bizarre, c'est peut-être pas bizarre, mais j'ai une boîte Oui. avec tous les effets personnels. Et Ouais. cette boîte n'a pas bougé depuis 6 ans. Ouais. Et tu vois, c'est marrant parce que je t'en parle là, je me dis, quand même, ça n'a pas bougé depuis 6 ans et demi. Ouais, tu Je t'en me as dis, pas. là, je pourrais peut-être quand même les enlever, les mettre dans un endroit où il y a vraiment une zone de stockage, mais ça n'a pas bougé. Mais je l'ai fait très rapidement, ça, ce tri-là, j'avais besoin de le faire. Quelque chose aussi qui peut un peu surprendre ou pas, j'en sais rien. Je n'ai aucune photo de Thomas apparente chez moi. Ouais. Euh, il y a juste des photos dans la chambre de mes enfants où il y a des photos de moi et Thomas pour les enfants, donc pour Jules et Louis. Chacun sa petite photo dans sa chambre. Ouais. Sinon, je n'ai aucune photo apparente. Donc, quand quelqu'un vient chez moi, il n'y a pas de photo de Thomas. Euh, je ne sais pas si c'est un choix ou si ça s'est fait comme ça. Alors déjà, chez moi, il y a aucune photo exposée. Donc, dans mon lieu de vie, mais je ne me voyais pas non plus avec la photo de Thomas. Mm.
Tous les jours, je suis... Personnel, moi, je crois pas qu'il y ait forcément de règles par Non, rapport il n'y a pas de règle. Je pense que c'est plus personnel. Et à bien dans tous les cas avec ça, quoi. Avec le, voilà, avec surtout dans son lieu de vie quotidien ouais. c'est clair. Et ce que j'avais aussi aujourd'hui, en fait, c'est ce que je peux dire aussi par rapport à ça. Donc, le lieu de vie où je suis aujourd'hui, donc c'est la maison à la base, donc c'est la maison de Thomas et moi, parce que on a rénové pendant 3 ans une maison ensemble, on a fait pratiquement tous les travaux ensemble. Aujourd'hui, en fait, ce n'est plus la maison de Thomas, c'est la maison de moi et les enfants. Ouais. Aussi, il y a ça aussi. Donc là, aujourd'hui, je suis pleinement en capacité de dire que c'est ma maison, celle des enfants, puisque bon, voilà, la partie de Thomas est revenue aux enfants. Hein, donc voilà, je leur dis bien aussi aux enfants que c'est leur maison et que c'est ils ont la moitié de la maison. C'est assez rigolo. D'ailleurs, des fois, je lui dis, vous avez la moitié de la maison. Et, Ouais, mais c'est particulier, ça, ouais. comment? Je dis, c'est vrai que c'est particulier, ça, oui. Donc, C'est assez... on se retrouve propriétaire très jeune, Ouais, en fait. c'est ça. Ils me disent, bah, comment ça se fait qu'on Ah, la c'est moitié de la maison? Je leur dis, bah, c'est parce que c'était la moitié de papa. c'est la part de papa. Voilà, c'était la part de papa, mais maintenant, c'est à vous. Ils me disent, ah bon? Non, mais après, je pense que ça vient aussi naturellement parce que j'estime que sans ça, c'est que c'est aussi leur maison et Oui, que de toute façon, ça sera un jour à eux ou pas, ou si je prends la décision un jour de revendre. Mais aujourd'hui, je dis clairement que c'est ma maison et celle des enfants. Et j'ai vraiment pas destitué, je ne sais pas comment expliquer. tu te l'es approprié. Tu t'es approprié Ouais, c'est ça. l'évolution de la situation. Enfin, pour moi, je trouve ça beau parce que pour moi, Ouais, c'est accepter finalement l'évolution des c'est choses. ça. Et Ouais, moi, enfin, ce que tu dis, ça me parle tout à fait. Moi, chez moi, c'est pareil, hein, si ça peut te rassurer. J'ai pas de photos. ouais, En même temps, j'ai jamais vraiment été très photo non plus. Il y a jamais oui, eu énormément de photos chez moi. Par contre, pareil, j'ai des photos de Mathieu dans la chambre des garçons. c'est ça. Ouais. Et voilà, j'ai fait un cadre où il y a des photos de nous et une photo où on est tous les quatre. Mhm. Et c'est tout après. Et effectivement, comme toi, j'ai évolué aussi sur certaines choses dont, voilà, ça c'était à nous. Et puis au fur et à mesure du temps, j'ai changé dans le vocabulaire parce que mentalement, je sens que j'ai fait ce travail-là aussi, C'est ça. d'accepter Ouais. qu'effectivement, ce soit plus nous, mais que ce soit moi et puis nos enfants ou mes enfants. Et il y a tout ce truc-là, ça se chemine. En fait, j'ai vraiment ressenti ça comme ça aussi au fil des années, ouais. Ouais. Et j'ai pas comment dire, par rapport à ça aux enfants, je n'ai pas de gêne à leur dire que c'est à eux, en fait, que la part de... Alors, c'est un côté très financier, mais à côté de ça, que ce que leur papa leur a donné aussi sa part, Pas que, que ça leur revient. oui. Je pense que enfin, moi, j'ai l'impression que pour eux, c'est quand même aussi important. Moi, je sais que j'ai gardé des affaires, par Mhm. exemple des montres ou des trucs comme ça, que j'ai gardé en me disant peut-être que ça intéressera les garçons à un moment donné, tu vois. Et de temps en temps, il y a des petits trucs que je leur donne. Et, Mhm. et en fait, ils sont contents parce que pour eux, ça a une valeur aussi et Ah pas que ouais. matériel. Je pense que c'est aussi. Ouais, enfin, moi, je le vois au fur et à mesure des années, c'est quelque chose d'important aussi pour eux d'avoir des objets ou des choses qui appartenaient à leur papa. Tout à fait. Tout à Ça fait. marque le fait qu'effectivement, il y a quand même un papa, même si physiquement aujourd'hui Oui. il n'est plus là, Mhm. il a existé et qui fait partie de leur histoire et que c'est Oui, symbolique, oui. je pense. Enfin, pour moi, Ouais. Bah, c'est même assez rigolo parce que tu vois, Thomas a pratiqué du skate quand il était adolescent. Et puis, je sais pas, il a eu une lubie parce qu'il avait souvent des lubies. Il a racheté un skate, je sais pas, moi, quelques années. Il avait racheté un skate et j'avais son skate qui était ici. Et donc, les enfants sont très trottinettes, skate à la maison. C'est très, voilà, c'est le côté enfant. ouais, ouais. Ils jouent avec le skate de leur papa. Il me dit, bah, moi, c'est le skate de papa. Et c'est toutes ces choses-là, plein de petites choses. J'ai une petite boîte. Un jour, je pense que je leur montrerai. Moi, j'ai pas de... Après, ce qui est assez compliqué aussi, c'est que il y a des souvenirs avec Jules, donc Thomas et Jules. J'ai des vidéos avec Thomas et Jules. Euh,
Et Louis, c'est un peu plus complexe parce que Louis, il ne l'a pas connu, il était dans mon ventre quand Thomas est décédé. Et Louis, souvent, il me l'a encore dit la semaine dernière, malgré que c'est 6 ans, il me dit, mais moi, pourquoi j'ai pas de souvenir avec papa? Donc ça, c'est aussi très complexe à gérer dans les émotions. Et il me dit tout le temps, je veux voir papa. À 6 ans, pourtant, il le sait, parce que depuis ses 2 ans et demi, j'étais claire avec lui. J'ai un peu revécu ce que j'ai dit à Jules quand il a, du haut de ses petits 4 ans, où je lui dis, ton papa est mort, tu ne le reverras plus. À 2 ans et demi, j'ai dû faire la même chose avec Louis, parce qu'il voyait Thomas sur une photo, il ne comprenait pas, il disait, bah, mon papa, il est sur la photo, mais pourquoi moi, je ne le vois pas? Pourquoi mes copains, ils voient leur papa et pas moi? Donc, j'ai dû réexpliquer à Louis, j'ai dû expliquer, pas réexpliquer, expliquer à Louis que son papa était mort, donc il a énormément pleuré. Donc, j'ai vraiment vécu la situation différemment parce que Jules n'a pas pleuré, j'ai vu de la tristesse et de la peine, mais plutôt intérieure. Louis, lui, c'est beaucoup plus extériorisé, où il exprime ses sentiments et ses émotions. Et Louis m'a encore dit semaine dernière, mais moi, je veux faire des choses avec papa. Je dis, mais mon cœur, tu peux pas parce que papa, il est mort et quand on meurt, on voit plus la personne physiquement. Bon, même s'il y a un petit côté spirituel que j'explique toujours, c'est très complexe chez l'enfant et donc souvent, ce qu'il me dit, il dit, mais moi, je veux mourir pour le voir. Donc, il y a ce côté très aussi mort présent chez nous, où on parle vraiment de la mort très facilement, où je lui explique, bah non, qu'il ne peut pas mourir parce que s'il meurt, je vais être très triste, que je le aussi, que moi, je n'ai pas envie de mourir non plus, qu'on a des choses à faire sur Terre, on a une mission de vie. Mais c'est vrai que pour le coup, chez Louis, c'est très présent. Là, je sais que Louis, il a pris un objet que son frère avait de son papa. Il l'a pris dans son cartable, ça a fait une petite histoire où Jules n'était pas content. Non, c'est papa qui me l'a donné, tu me le laisses. Bon, il y a quand même 10 ans, hein, Jules. Donc, c'est très. Ce côté, je pense qu'il y a aussi ce côté-là entre Louis et Jules où Jules a connu et il a des souvenirs, il y a quand même quelques souvenirs. Et Louis, lui, il aurait aimé avoir des souvenirs avec son papa. Donc, au moins des photos. Et il n'a pas. Ça, c'est vrai que parfois, c'est un peu compliqué à gérer, mais voilà, on communique, on dit les choses. Il y a peut-être des photos de vous quand tu étais enceinte? Il y en a très peu. J'en ai très peu. Thomas travaillait énormément à cette période-là. Je ne sais pas si tu as pensé peut-être à demander, parce que si ça se trouve, ça lui ferait du bien de voir, tu vois, ne serait-ce que des photos où il y a son papa et où lui, il est dans ton ventre ou des choses comme ça. Ouais, mais j'en ai très très peu. En fait, on ne voit pas mon ventre. Ouais. Il travaillait énormément à ce moment-là. Et quand ça s'est passé, il y a 6 ans et demi, on n'était pas autant photo qu'aujourd'hui. Ouais, c'est clair. Aussi. Et Et c'est non. ça ce que tu dis sur l'évolution, parce que moi, c'est pareil, hein, quand Mathieu est mort, en fait, mon grand, il avait 4 ans, et le petit, par contre, il avait 1 an. Et moi, en fait, le grand, il a énormément exprimé sa colère. On a Ouais. eu une relation très conflictuelle parce qu'il était très en colère et du coup, c'était très compliqué. Et le petit, par contre, enfin, rien, du coup. Enfin, en tout cas, c'est passé à côté inaperçu. Et effectivement, aujourd'hui, il a 8 ans. Le grand en a 11. Ouais. Et moi, il parle aussi beaucoup. Le petit, Alexandre, il parle beaucoup plus aussi de son papa. Ouais. Il pose beaucoup plus de questions. Alors lui, il a quelques photos, du coup, parce qu'il a vécu Ouais. 1 an avec son papa, mais c'est vrai qu'il en parle beaucoup plus. Et Mhm. il m'a même dit à un moment donné qu'il était étonné parce que son frère, il avait l'impression qu'il n'était pas triste parce que lui, il n'en parlait pas. Du coup, on en a reparlé tous ensemble. Ouais. Mais c'est vrai que l'évolution, en fait, est différente parce que comme ils étaient plus petits, je pense qu'ils n'ont pas vécu le truc pareil. Et du coup, l'évolution est différente. Et Ça fait différent. moi, Tout je à sais fait. que ce que j'ai mis en place, c'est que j'ai créé avec Alexandre une boîte, en fait, j'ai appelé la boîte à papa. Et Ouais. dedans, en fait, bah, des fois, il fait des dessins, ou des fois, il écrit des mots, ou je lui propose, en fait, de faire tous les trucs qu'il a envie de faire pour son papa, ou si des fois, il avait envie voilà, de lui faire un dessin ou un truc comme ça, tu vois. Et puis, des fois, on fait aussi des temps de parole où je lui demande, tiens, on imagine que ton papa, il t'écoute, alors qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Et puis, du coup, il me dit tous les trucs qu'il a envie de lui partager, tu vois, des trucs comme ça. Parce qu'il y a une psychologue qui m'avait expliqué que c'était important, en fait, pour les enfants de se construire, finalement, non pas sur le manque de leur papa, mais
d'essayer de mettre en place des choses justement qui leur permettaient de, comment dire? De l'intégrer en fait, même s'il est absent physiquement, tu vois? C'est vrai que c'est assez Ouais. difficile, hein, c'est pas forcément évident à faire, mais et le fait d'en parler, ça en fait partie en fait énormément parce que ça intègre finalement, la personne au quotidien, même si elle n'est pas là, physiquement encore une fois, Mais je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que, en fait, les enfants ne vivent pas du tout la même chose. Alors déjà, il y a l'âge qui est l'écart d'âge qui est présent et Jules a vraiment intériorisé le décès mmh, puisque Jules lui a expliqué, il y avait même pas 4 ans, donc je lui ai expliqué et 2 mois après, il m'a redemandé, il m'a dit: «Papa, il est là?» et je lui ai réexpliqué. Après, il m'en a plus jamais parlé. Aujourd'hui, il va en parler un peu, mais par exemple, alors moi, c'est une chose que je ne fais pas, c'est parce que je n'aime pas personnellement le faire, c'est aller voir Thomas sur sa tombe. En plus, il y a sa photo, il y a sa photo, il est très beau, donc très complexe pour moi d'aller là-bas. Donc je pense que Jules doit ressentir la chose. Louis, lui, il n'a jamais été réfractaire à aller le voir. Alors il a pas vécu. Par contre, Jules, il a vécu les obsèques, il a été avec moi, voilà, il était présent, il était toujours avec moi. Et lui, il se met une barrière, il veut pas besoin, il veut pas aller là-bas. Donc après, moi, on en parle très rarement parce que je n'y vais pas beaucoup non plus, parce que c'est pas, ou quand j'y vais, c'est que je suis vraiment pas en super forme, donc je pense que c'est pire quand je vais là-bas. Donc c'est pas quelque chose chez moi qui est pas important d'y aller. Par exemple, les parents de Thomas, où ils y vont presque tous les jours. ouais, Voilà, c'est des automatismes. En fait, après, je pense que quand on vit un deuil en tant que parent, c'est oui, autre chose aussi. pas les mêmes deuils, ouais, c'est C'est clair. pas du tout les mêmes deuils. Ouais, puis chacun a des besoins aussi qui, Voilà, à ses besoins et ces choses-là. Louis, il s'exprime beaucoup plus facilement sur le décès de son papa, ses envies, ses besoins. Jules, tout est intérieur. Il va falloir que je creuse, il va falloir que je lui parle, que je communique avec lui, que je lui dise est-ce que c'est à cause de papa, est-ce que c'est la situation, plein de choses. Il y a plein de petites choses qui diffèrent par rapport à tout ça. Et parce qu'en fait, il y a un écart d'âge, parce qu'ils le vivent d'une sensibilité différente. c'est ça, parce qu'on est tous différents aussi, tout Et simplement. on est tous différents. Et par rapport aux enfants, ouais, je le perçois vraiment de cette manière-là. Mais c'est vrai que Louis ressent ce manque de ne pas avoir vécu de choses avec son papa. Et mais bon, après, les enfants, ils ont tellement cette facilité aussi émotionnelle de passer d'une émotion à une autre, euh, où ils vivent une tristesse complètement différente, en fait, par rapport à nous. C'est pas parce qu'ils en parlent Ouais. à certains moments que, d'une façon générale, ils sont tristes ou qu'ils sont pas Non, bien. pas du tout. Que, Ouais. enfin, toi comme, tes enfants comme les miens, moi je le vois, ils ont des copains, des copines, ils ont leur vie des enfants de Ouais. leur âge et je me rappelle même quelque chose qui m'avait beaucoup émue, c'est, quand, leurs enseignants, en fait, en primaire, moi j'allais les voir en début d'année pour leur expliquer la situation, en leur demandant d'être un peu mes yeux, en fait, à l'école Mhm. pour surveiller s'il n'y avait pas des comportements sur lesquels, voilà, fallait faire attention, et Mhm. en fait, qui avaient été surprises, en fait, d'apprendre que leur papa était décédé parce qu'elle me dit: «Mais franchement, quand on les voit, on n'a pas l'impression» et moi, ça m'avait tellement émue parce que pour moi, c'était un cadeau. Je me suis dit: «C'est waouh, quoi, tant mieux». Enfin, c'est qu'ils vont bien, c'est que, voilà, ils suivent leur petit bonhomme de chemin. J'ai fait exactement la même chose avec Jules. Alors Louis, il était bébé, il n'était pas encore, voilà, mais j'ai fait exactement la même chose avec Jules et moi, les maîtresses me rassuraient tout le temps en disant tout va bien. En plus, il y avait aussi ce petit côté à l'école où moi, c'est une petite école où ils sont très proches, les enfants, il y a des multiniveaux. Et justement, la maîtresse de Jules, qui était donc chez les maternelles à cette époque, euh, elle avait perdu sa maman à l'âge de 11 ans. Mmh. Donc, elle était très sensible par rapport à ça. Moi, la directrice, elle était venue bénir le corps, des choses comme ça. Donc, il y a eu ce côté, en plus, j'habite dans un village, ce côté très, très, très bienveillant, où voilà, il y a un encadrement plus, où ils sont très vigilants par rapport à ça, où je le demandais.
Donc après, les maîtresses ont eu le oui à l'école où je leur demandais si parfois ils parlaient de leur papa, est-ce que ça se passait bien avec les copains, est-ce que les copains aussi, de temps en temps, chahutaient en disant oh, t'as pas de papa, des choses comme ça. Ça s'est toujours avéré très, très, très bienveillant en tout cas. Mais on a toujours peur. Moi, j'avais peur de ça. Je ne sais pas pourquoi. J'avais peur qu'on les embête à cause de ça. J'avais peur qu'ils se sentent différents. J'ai fait une vidéo là-dessus il n'y a pas longtemps. Je pense qu'on on est Je beaucoup de sais. parents à avoir peur de ça, c'est clair, parce qu'on a, on a envie que nos enfants aillent bien, et puis on n'a pas envie qu'ils se fassent moquer, on ne sait pas trop, voilà, on n'a pas envie qu'on leur en rajoute, tout simplement, quoi. Je pense que Ouais. c'est assez naturel, effectivement. Ouais. Oui, et puis il y a ce côté aussi croyance limitante, hein, parce que moi, je pense aussi réellement que je l'avais, de temps en temps, je l'ai encore, c'est de me dire que mes enfants sont partis avec un handicap dans leur vie. Ouais, ouais. C'est où je me dis, en fait, ils n'ont pas mérité ça, et comme c'est pas contrôlé, parce que c'est des choses qu'on ne contrôle pas, ouais, de l'injustice. Ouais. Et j'ai toujours eu peur de ça, et de temps en temps, je l'ai encore. Hein. Et aujourd'hui, je me dis, ben, ça pèse, c'est une force. Je le dis, c'est une force pour eux comme une force pour moi aujourd'hui. Il y a, ouais, il y a ce côté enfant, en fait, très présent. Et même aussi, si aujourd'hui j'en suis là dans mon évolution, c'est aussi grâce à eux. Je trouve ça aussi. Oui, ou quand Thomas est décédé, ben, 3 jours après, Jules, il allait à l'école, quoi. Ça s'est passé un week-end, donc c'était du vendredi soir en pleine nuit. Donc le lundi, Jules allait à l'école. Tout le monde était au courant. Je le conduisais à l'école, enceinte. Oui, Comme bah, un robot, en fait, c'était... j'ai jamais déscolarisé mon grand, moi non plus, hein. Ouais, c'est ça aussi. Pour moi, c'était logique que rien ne change dans ces routines, en fait. Je voulais rien changer Ça. par rapport à ça. En plus, il y avait un flux de personnes chez moi quand ça s'est passé. Et pour en revenir Son évolution. à mon évolution professionnelle, donc Cette parenthèse pour les enfants, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas forcément beaucoup parlé, et je pense qu'il y a beaucoup de questions qui peuvent se poser, ouais, effectivement. ouais, ouais. Ah Voilà. ouais. Il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de... Et même aujourd'hui, hein, pour moi, d'élever des enfants seuls, c'est loin d'être facile. C'est encore d'autres problématiques parce que Jules avait 4 ans et Louis, il était bébé, donc dans mon ventre. Et un bébé, ben, dans les premières années, ça reste un bébé, ça reste tout doux, ça reste... Et il y a d'autres problématiques à gérer. Et maintenant, c'est plutôt Jules, un mini-ado, 10 ans, comme le tien de 11 ans. Et les aléas d'éduquer ses enfants seuls. Comment? D'autres challenges. C'est autre chose, c'est encore différent. C'est encore différent. Et avec ses complexités, où je suis beaucoup plus présente aujourd'hui, beaucoup plus présente aujourd'hui dans la scolarité, dans les conduites d'école, dans plein de petites choses, dans les activités sportives aussi. Du coup, c'est un choix que tu avais fait, c'est ça? Parce qu'on en était là, je crois, sur ton Ouais. parcours. T'étais pas... Alors, sur mon parcours, donc, je quitte l'entreprise, une rupture conventionnelle où je fais donc quelques mois avant une thérapie perso, où je la continue pendant 1 an et demi. Comme j'ai quitté mon travail, je souhaite faire un bilan de compétences pour savoir où j'en suis. On tombe toujours sur les bonnes personnes quand c'est comme ça. J'avais eu une référence où je suis partie sur une psychologue du travail. Donc, en fait, ça matchait très bien. Je faisais une thérapie perso et j'ai fait pour moi une thérapie pro dans mon bilan de compétences qui était très calée sur pas mal de choses au niveau professionnel. Où je partais d'un métier donc, de manager chargé de recrutement, où c'était de l'accompagnement de l'humain, mais dans l'emploi. Où quand même, moi, c'était beaucoup plus commercial, business. Et ce qui ressortait donc il y a 3 ans, c'est qu'il fallait que je continue à accompagner l'humain. Donc pour moi, c'était vaste. En fait, je repartais dans du recrutement, quelque chose qui m'animait dans les ressources humaines. Je postule à un emploi. Je ne rentre pas dans une case parce que je n'ai pas le diplôme. Ils ne s'en rendent pas compte tout de suite. Donc, je devais démarrer, je n'ai pas démarré. Donc, douche froide pour moi, à une semaine de démarrage. J'avais trouvé ça une petite année après, puisque j'ai fait mon bilan de compétences et voilà, ça m'a permis aussi de...
de souffler aussi. Souffler pendant cette période parce que le décès est arrivé, j'ai repris le boulot. C'était hyper intense avec des horaires de dingue. Et là, je commençais un peu à souffler, à prendre soin de mon âme et mon cœur et mon corps aussi. Et donc, j'ai cette petite chose voilà, qui met un coup au moral parce que j'avais envie de retravailler, j'avais besoin aussi de ça. Et je pratique du yoga, donc pour m'occuper de mon esprit, de mon corps, je pratique du yoga, une connaissance interposée d'amis, où j'avais un petit compte Instagram, où je publiais des photos de cuisine, où j'aimais bien mettre le beau dans l'assiette. Et elle me dit, viens, on travaille ensemble sur un projet en nutrition, on fait des ateliers où tu peux faire la cuisine, des choses comme ça. Et puis moi, je lui dis non, non, en venant des RH, je lui dis non, 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 moi, je me forme avant. Et là, je trouve une formation sur de l'accompagnement nutritionnel. C'était pendant le confinement, donc 1 mois et demi avant, je trouve la formation, je la démarre. Bim, confiné. Donc, gestion des enfants, alléluia, à 3, c'était un peu... Voilà, on a tous, tu l'as connu, hein, Mélanie, comme moi. Et donc, je continue ma formation. Hein c'est difficile, cette période. Terrible. Elle était terrible. Pour moi, elle était très difficile. Je me sentais enfermée comme un lion en cage. Et l'école à la maison, ça m'a tuée. C'est clair. Avec Jules le matin. Alors Louis, pour le coup, il était chez les moyens. Et Jules, il était au CE1. Et Jules, tous les matins, me dit, maman, j'ai combien de fiches à faire? Et moi, je lui annonçais la couleur et il se mettait en colère. Ouais, voilà, ça commence bien. J'avais une boule d'angoisse dès le matin. Je me disais, c'est horrible, c'est horrible. Donc, on ne voyait plus personne. Alors, je n'avais pas à me plaindre parce que voilà, je suis en campagne, je suis à l'air libre, tout allait bien, il faisait beau. Mais à côté de ça, on avait une pression, alors en tout cas ici, une pression des devoirs qui était très intense. Et puis chacun son métier. Moi, je n'étais pas instite non plus, avec la complexité où j'avais envie de me former dans mon nouveau domaine. Je suis sortie des 2 mois, j'étais épuisée. Je pense que beaucoup ont vécu la même chose que moi. Pleinement. Voilà. Donc, on sort de... On savait qu'il ne fallait pas aller dans l'enseignement. Voilà, je me suis dit, de toute façon, je ne serai jamais instite. Non, c'est bon, retourne à l'école. C'est très bien. Ça. Ah non, moi j'étais heureuse. Et encore, c'était 1 semaine sur 2. Je sais pas, ils avaient aménagé le truc. C'était pas 100%. J'avais qu'une journée par semaine, je sais pas quoi. Je devais garder le plus petit. Il y a eu ça. Et ensuite, donc, j'ai pu continuer à me former. Et je suis tombée dans un dispositif de créateur d'entreprise à la BGE. C'est un système BGE créateur d'entreprise. Et en 6 mois de temps, j'ouvre mon cabinet dans la nutrition. Et donc là, ça fait 1 an et demi dans mon domaine, donc consultante en nutrition, où j'effectue aussi des ateliers de réalisation de bowls, où je m'éclate, où c'est ma passion, où j'ai trouvé un sens à ma vie aussi, parce que je me rends compte depuis ces quelques mois, parce que c'est aussi, je fais toujours un travail sur moi. Aujourd'hui, je suis coachée par quelqu'un, j'ai un coach de vie qui est plus dans le spirituel, mais qui est quand même aussi ancré, donc ça, c'est plutôt intéressant. Où on rencontre donc ça fait plus de 6 ans en fait, où je rencontre d'autres personnes de mon réseau, où ça m'amène en fait d'autres opportunités, où je me sens plus moi aussi aujourd'hui, où avant j'étais dans un système boulot, dodo, côté très financier aussi, une charge mentale professionnelle importante aussi, ce qu'on me demandait. Aujourd'hui, je suis mon propre patron, j'ai ma journée, je conduis mes enfants à l'école le matin, je vais les rechercher l'après-midi vers 4h30. Je gère mon temps de travail. En fait, j'ai plus ce côté... alors, il y a d'autres particularités beaucoup plus difficiles, mais j'ai ce côté libre. Je me sens libre, en fait. Ouais, c'est ça. Ce côté libre. Je fais ce que je souhaite quand j'ai envie de le faire, avec un métier qui m'anime, avec une passion. L'accompagnement de l'humain, aujourd'hui, c'est un sens à ma vie.
d'aider les autres aussi, parce que c'est aider les autres. Voilà, en fait, je peux le dire. Alors, aujourd'hui, Thomas n'est plus là. C'est tout, c'est comme ça, c'est la vie, je l'ai accepté depuis une année et demie maintenant, mais il y a une évolution en un an et demi. Aujourd'hui, ma vie a un sens et que je me dis toujours, Thomas n'est pas mort pour rien. Thomas m'a offert ce cadeau aujourd'hui. Thomas m'a offert l'opportunité de m'élever aussi. Alors, ça peut paraître très spirituel, mais voilà, et je sais qu'un jour, je vais le retrouver. Je ne sais pas où, je ne sais pas, voilà, je le retrouverai. Mais... je ne sais pas comment, mais voilà, je le retrouverai. Ou des fois, je le retrouve aussi de temps en temps dans des rêves. Alors, je le retrouve très, très peu dans mes rêves, mais de temps en temps. Et je sais que c'est des messages. Alors après, c'est un côté trop... C'est des choses qui me font peur, des choses qui me font moins peur. Mais voilà, j'accepte aujourd'hui ce qui se passe. Et pour moi, je vis ma meilleure vie aujourd'hui. Ouais. S'il n'est pas là. Voilà, même s'il n'est pas là, j'aimerais qu'il soit là, mais je me dis peut-être que ma vie serait différente. Voilà, je ne sais pas expliquer en fait. Ouais, bah oui, mais enfin, pour moi, c'est sûr, parce que forcément, Ouais. la vie, finalement, c'est une succession de choix, Ouais. et en fonction du choix que tu fais, tu vis une vie ou une autre. Mais C'est finalement, ça. les personnes, enfin, si on regarde les choses d'un point de vue spirituel, tout est déjà tracé. Si Ouais. on est un peu moins dans le spirituel, on peut se dire qu'effectivement, ça dépend des choix qu'on fait. Dans tous les cas, il suffit que tu changes un élément de ta vie et forcément, elle est complètement différente. Donc, en fait, on ne peut pas savoir ce qu'aurait Je donné ne la peux pas savoir. vie Voilà. aujourd'hui si ça avait été différent, moi non plus. Mm-hmm. Le fait est qu'aujourd'hui, tu mets un sens à ce qui s'est passé et tu as pleinement pris possession de ton histoire, de cette partie de ton histoire, et que tu as réussi. Est-ce que tu as la sensation d'avoir découvert peut-être, j'allais dire carrément une nouvelle femme à l'intérieur de toi, ou des nouveaux côtés peut-être de toi que justement, tu n'avais pas eu besoin d'explorer avant parce que tu avais une vie différente? Alors, c'est assez bizarre, mais c'est pas que c'est assez bizarre, mais quand Thomas est décédé, ça, je l'ai dit très rapidement. J'ai ma deuxième vie qui a démarré. Ouais. Tout de suite, je me suis dit, c'est une nouvelle vie pour moi. Alors, je suis toujours la même personne, mais je suis vraiment moi aujourd'hui. Avant, je n'étais pas moi. J'étais dans des croyances, dans un système éducatif où... alors, j'ai de très belles valeurs éducatives, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais mon rêve, c'était me mettre en couple, d'être amoureuse, d'avoir une maison et d'avoir des enfants. Aujourd'hui, je rêve d'autre chose. Alors si, j'avais peut-être en prévoyance un voyage, des choses comme ça, mais aujourd'hui, je rêve d'autre chose. En fait, il y avait quand même ce côté très financier. Parle-nous de tes projets. Je me dis, bon, si je gagne au loto. Non, mais j'ai d'autres projets aujourd'hui qui m'animent parce que en fait, je suis dans la continuité de mes travaux de ma maison que j'ai pu entamer toute seule. Malgré la difficulté aussi financière, parce que quand on se retrouve maman solo, alors il y a des aides qui nous sont allouées. En France, c'est vrai qu'on est aidé aussi pour ça et on a un système qui est très bénéfique pour nous. Mais à contrario, on va pas se le cacher non plus. Élever deux enfants seuls, c'est pas évident non plus en termes en plus, je suis dans la nutrition, donc la nourriture est assez importante ici dans le foyer, mais par exemple, en termes d'activités sportives, en termes de vêtements, voilà, il n'y a plus qu'un salaire, entre guillemets, qui rentre et les aides qu'on a en plus, en fait, elles ne sont pas déconnantes parce que quand on voit toutes les charges qu'on a en étant seule, c'est pas évident. Donc aujourd'hui, je vis plutôt correctement. J'ai un train de vie qui est plutôt diminué par rapport à quand j'étais salariée. Mais en fait, ça ne me dérange pas parce que j'ai changé certaines choses dans mon mode de vie. Et
je suis pleinement avec mes enfants, je m'occupe d'eux, je peux les conduire à l'école, je peux les déposer, je peux les emmener aux activités sportives, je peux m'octroyer quand j'ai envie les vacances scolaires, c'est tellement dans l'entrepreneuriat d'aujourd'hui, c'est on gère son temps comme on le souhaite. Donc, si j'ai envie de me prendre 15 jours, je prends 15 jours. Mais sauf qu'en tant qu'entrepreneur, on bosse quand même. Mais on arrive à jongler. J'avais vraiment 15 jours, oui. Bon, en fait, on travaille la nuit quand ils sont au dodo, on travaille le matin quand ils font une activité. Voilà. Mais en fait, il n'y a personne au-dessus de. Il y a quelque chose que tu disais tout à l'heure hors vidéo et qui est intéressant, c'est qu'en fait, tu as réussi aussi à créer ton entreprise sur une passion. Donc finalement, quand ton travail, c'est ta passion, ça ne te demande pas plein d'énergie, ça t'en demande forcément un petit peu, mais ça ne te demande pas autant d'énergie que quand tu vas être, par exemple, salarié ou dans un truc que peut-être tu aimes un petit peu moins ou qui n'est pas une passion. Et ça t'en donne même quelquefois de l'énergie, même souvent. Enfin, moi, je sais que quand je fais ce qui m'anime, je fais des échanges comme ça me donne de l'énergie. Donc finalement, tu n'as pas du tout le même sentiment de travailler que quand tu es salarié, je trouve, en fait. Surtout quand tu arrives à créer ton truc en lien avec ce qui te passionne. Ouais, Il y a aussi la complexité, et j'entends bien que voilà, c'est pas non plus donné à tout le monde de se lancer, de créer son entreprise, et que voilà, mais il y a aussi ce côté-là aujourd'hui. Si je suis pas en super forme, je vais m'occasionner une heure où je vais pouvoir me reposer. Et quand on est salarié, on peut pas le faire. Et que s'il y a une problématique avec cette charge mentale qui est présente au niveau des enfants ou au niveau du reste de la gestion de vie dans la, dans la crainte tout le temps. on n'a pas su. Excuse-moi, je t'ai pas entendu, Mélanie. Je dis, tu peux vivre dans la crainte finalement. Moi, je sais que c'est quelque chose qui me stressait beaucoup. Effectivement, je me disais si l'école m'appelle, si les enfants ils vont pas bien, comment je vais faire? Parce que moi, j'ai pas de famille à côté. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui a été pesant pour moi. Et c'est une des choses qui m'a poussée à développer mon entreprise et à travailler de chez moi parce que je voulais être disponible si. Voilà, parce que du coup, tu es seule à porter la responsabilité de ton enfant, quoi. Et s'il se passe quelque chose, tu te dis, mince, alors non, je suis au travail. Bon, après, ils ne les mettent pas dehors, mais bon. Ouais. Mais c'est vrai qu'aussi, il y a aussi ce côté-là quand on est dans le veuvage précoce et assez maman solo, c'est que moi, j'ai du mal à, comme je suis plus quelqu'un dans le contrôle de ma vie et dans la direction, de demander de l'aide autour de moi. Alors, j'ai ma famille qui est autour de moi, j'ai ma belle famille qui est vraiment à côté de chez moi, ou je les appelle en urgence, ils sont là, il n'y a aucun souci, mais de devoir compter sur quelqu'un qui n'est pas en fait le papa des enfants, psychologiquement, c'est aussi, c'est pas se sentir régressé, mais de demander de l'aide. C'est assez complexe au niveau. Je suis quelqu'un de très autonome dans ma vie, de demander de l'aide, c'est compliqué. Même si, voilà, après, voilà, on en parlait par rapport à ma fracture que j'ai eue il y a 1 mois et demi. Je me dis heureusement qu'ils étaient là pour m'aider dans la gestion des enfants, pour les courses, parce que je ne pouvais pas bouger énormément au départ. Mais j'ai aussi ce petit truc qui fait que comme j'ai décidé d'avoir des enfants, je me dois d'être en capacité de les élever seule. Ouais, tu as envie de te débrouiller et de te montrer à toi que tu es capable de le faire. Oui, et puis parce que j'ai décidé d'avoir des enfants. Alors au départ, c'était pas seul. Responsabilité. C'est Bah, ça. J'étais pas seule parce que j'ai jamais voulu avoir des enfants toute seule. Ça n'a jamais été un choix de ma part et je l'ai beaucoup subi pendant, on va dire 5-6 ans. Hein. Là, aujourd'hui, je l'ai accepté que j'élèverai mes enfants seuls, que je ne peux pas compter sur quelqu'un d'autre pour éduquer mes enfants. Et c'est une charge mentale qui est assez forte aussi, où c'est là où je me dis j'ai encore besoin de travailler sur moi parce que comme c'est parfois pas évident d'élever des enfants seuls, alors parce que c'était pas un choix de ma part, où j'aimerais bien que tout soit chronométré, millimétré pour que, mais les enfants on peut pas les contrôler, on peut pas, ils ont ce côté-là où ils sont pas du tout dans la notion du temps comme un adulte. Nous on est très dans la en tout cas moi je suis très notion temps, optimiser mon temps pour voilà, on a la gestion des repas, on a la gestion du linge, il y a tellement de choses à faire. Tout.
gestion de tout, en fait. La gestion de tout, c'est que parfois, je me dis, mais j'ai pas assez d'une journée pour tout faire. Et aussi d'être présente pour eux, parce que ça prend du temps. Et plus on est présent et plus ils adorent, en fait, et pas s'oublier aussi soi. Il y a plein de choses. Une organisation, ouais, une vraie Ouais, organisation et une gestion ouais, de priorité. Enfin, moi, c'est c'est ça. comme ça que je l'ai senti et j'ai beaucoup travaillé ça aussi, ouais. Ouais, ouais. Et Priorité, la frustration de ne pas pouvoir faire tout, tout le temps et c'est ça. Et il y a le côté aussi, il ne faut pas s'oublier. oui. Aujourd'hui, je me sens très femme. Mmh. Alors que il y a 10 ans, donc là j'ai 41 ans, 31 ans, je me sentais femme-enfant. Alors je me posais même pas la question en fait. Ouais. Mais aujourd'hui, je me sens vraiment femme. J'ai basculé vraiment dans ce que je suis aujourd'hui. C'est moi. Je sais qu'aujourd'hui, je suis moi, que j'ai encore des croyances limitantes à travailler pour être vraiment moi. Euh, mais ouais, aujourd'hui, je le redis encore, je vis la vie pas une vie de rêve, parce que je pense que ça va un peu trop loin, mais une belle vie, quoi. Ma meilleure vie, ma deuxième vie. Une vie de rêve, pour moi, c'est la vie que toi, tu rêverais d'avoir aujourd'hui. Donc, Alors, un petit peu plus de. ça peut être ta vie de rêve d'aujourd'hui et ça n'empêche en rien d'avoir des rêves, d'autres rêves, Oui. tu vois, pour demain. Une vie de rêve, pour moi, c'est pas forcément une vie où tu dors sur de Ouais. l'or, tu vois, Non, non, non. des draps en diamant. Ouais, c'est ça. Non, mais on va dire que oui, aujourd'hui, je vis ma vie de rêve. C'est une Euh, vie au travail, tu voilà, es épanouie chez toi, tu as de la gratitude pour ce que tu as matériellement et pour la relation que tu crées avec tes enfants et pour ta place de maman que tu as aussi ouais. et c'est pas pour autant que voilà, qu'il y a rien à travailler. Il y a toujours des choses à travailler pour qu'on évolue, Ouais. Mhm. c'est sûr. Après, on Mm. est des êtres humains, on peut pas être parfait, hein. Non, non, On non, parle non, pas non, de non, non. perfection, on parle d'épanouissement, quoi. Ouais, ouais, ouais. Puis on peut pas être parfait. Non, puis j'apprends encore tous les jours sur moi-même, sur les enfants, sur les autres aussi, sur plein de choses. Comme aujourd'hui, il y a un très beau soleil. Alors moi, je suis dans les Hauts-de-France. Moi, dès qu'il y a du soleil, je suis très... Waouh, je me dis, waouh, c'est une belle journée aujourd'hui, du soleil. Mais non, c'est plein de petites choses étape par étape, je pense il y a pas mal d'étapes, on en parlait. Je pense que chacun a son cheminement à faire. Pendant ces 6 années et encore aujourd'hui, je travaille toujours sur moi-même, sur le développement personnel, sur des personnes qui m'animent ou j'essaye de me connaître encore mieux, pas pour une meilleure version de moi-même, parce que je suis moi-même aujourd'hui, mais travailler sur des petites choses qui pourraient temporiser plus avec les enfants. Peut-être être plus patiente, peut-être être plus à l'écoute d'eux, et ça fera son petit chemin. C'est sûr. Voilà, Qu'est-ce voilà. que tu penses? Est-ce que tu pourrais, tu réussirais à dire ce qui t'a particulièrement aidé sur ton chemin quand tu vivais des moments très difficiles? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui t'a aidé à ce moment-là, tu vois, à avancer, à dépasser ce cap difficile pour continuer En fait, c'est parce que j'ai peur de l'oublier, mais ce qui m'aurait aidé au départ, c'est d'avoir un groupe comme celui-ci, ça c'est sûr. D'être avec des personnes qui comprennent ce que je vivais au quotidien, même s'il y avait beaucoup de compassion autour de moi, beaucoup de bienveillance, on ne pouvait pas me comprendre. On ne pouvait pas comprendre que j'étais seule avec 2 enfants, que je n'avais pas demandé ça, que ce n'était pas mon choix de vie, que je perdais l'amour de ma vie aussi. Et, et aussi ma mère, par exemple, ma mère ou mes beaux-parents vivaient le deuil complètement différent. Et parfois, moi, ça me pesait encore plus d'avoir sur les épaules toutes ces choses-là à supporter, alors que déjà, j'avais déjà bien du mal à vivre mon deuil. Donc voilà, où on me disait, mais il faut que tu les comprennes. Bah non, moi, on ne comprenait pas en fait. On n'essayait pas de chercher à comprendre. La peine que j'arrivais voilà, à 2 degrés différents, mais ça reste de l'inconscient, tout ça. C'est pas du conscient dans l'entourage. Moi, j'aurais voulu avoir un groupe comme il y a aujourd'hui. Merci Mélanie d'avoir créé ce groupe. Et
voilà, si nos chemins se sont croisés tout à fait bizarrement sur Instagram, où il y avait un groupe où je te suivais depuis un an et à un moment, je comprends qu'on a un peu la même vie, où je t'envoie un petit message, où on en discute. C'est assez fort en plus, ce truc-là. Et ça m'a énormément manqué. Ce qui m'a aidé aujourd'hui, moi, c'est ma force intérieure. On en a échangé ensemble. On me dit toujours encore que je suis forte. Je n'aime pas ce mot. C'est pas être forte, en fait. C'est que j'ai pas le choix. J'ai pas le choix j'ai pas eu le choix, en fait. C'est arrivé comme ça, j'ai pas le choix. Et je pense que c'est plutôt une force intérieure que j'ai en moi, mais ça vient pas, en fait, du décès de Thomas. Cette force intérieure, c'est quelque chose qui a toujours été présente très chez moi, parce qu'il y a une forte résilience, parce que j'ai eu d'autres mois de vie avant. J'ai été confrontée aussi à un deuil où j'ai vu mourir quelqu'un, où j'avais 16-17 ans, où j'étais complètement dans le déni après, mais c'est aussi un trauma de vie. Et je pense qu'en fait, cette force intérieure où il y a eu d'autres traumas, elle a grandi, 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 et où il y a une forme de résilience qui s'est installée, où j'ai encaissé pas mal de choses. Et quand Thomas est décédé, en fait, c'est le petit truc, le petit truc, non, la chose qui a déclenché ma transformation pour devenir moi-même la personne que je devais être. Moi, je le vois comme ça. Donc, C'est quelque chose qui t'a porté depuis le début, ça, cette croyance-là? je ne m'en rendais pas compte avant. Oui, c'est ça, pas forcément. En fait, je ne m'en rendais pas compte, je m'en rends compte aujourd'hui. Aujourd'hui, Et, oui. ouais, après, et je ne voulais pas aussi, je ne voulais pas rendre les autres malheureux. Parce qu'en fait, son entourage, sa famille et ma belle famille, donc toute ma famille et ma belle famille, en fait, ils étaient déjà tellement malheureux que moi, je supportais aussi, en fait, cette résilience où je me disais, même si je pleurais devant eux, même s'il y a des choses qui se passaient, je me disais, je ne dois pas me laisser aller. Aussi pour eux. Ouais. Le faire plaisir aux autres aussi. Parce que je suis beaucoup dans le faire plaisir des autres, où ça, je l'ai travaillé aussi. Le faire plaisir aux autres, où je ne voulais pas, où je me refusais parfois de pleurer devant eux ou dire que ça n'allait pas aussi, pour pas les rendre malheureux. Ça, c'est aussi un peu, je pense que je m'écoutais pas en fait et je voulais pas rendre malheureux les autres. En fait, c'est assez particulier parce que je me rends compte aujourd'hui que parfois je m'oubliais pour pas rendre les autres, pour pas les voir pleurer ou malheureux parce que je m'inquiétais aussi pour eux. Je me disais, je dois être forte, je dois supporter, de toute façon, si je pleure, je pleurerai toute seule. Ou je me disais, de toute façon, je vais y arriver, ça va aller. Et puis des fois, parfois, je pleurais. Ouais, tu avais quand même Sur des cette choses. conviction qu'au fond de toi, tu avais quand même cette conviction de je vais y arriver, ça va aller, quoi. Oui, oui, oui. Après, j'avais tous les moyens aussi pour y arriver. J'étais pas financièrement, ça c'est. Voilà, il y a tout ce système d'aide qui font que, en fait, j'avais pu ce rapport avec l'argent où je me disais, oh, ce mois-ci, ça va être juste. Avec mon salaire et les aides que j'avais, en fait, j'étais plutôt dans le plus-plus. Donc, il y avait aussi ce côté-là où il y avait plutôt de l'abondance au niveau de l'argent, où ça m'enlevait déjà un poids énorme. C'est vrai, hein, je ne veux pas le cacher, où ça m'enlevait un poids. Oui. Où voilà, je n'ai pas perdu mon confort de vie, où les enfants étaient protégés, où les enfants ils sont protégés aussi quand ils seront plus grands, où ils pourront faire ce qu'ils voudront au niveau des études. Et je pense que ça m'a enlevé quand même aussi des peurs, des choses où je partais tout le temps en vacances, ou dès que je profitais avec les enfants, au niveau des activités, que j'avais des choses que je ne pouvais pas faire avant. Il y a eu ça et ouais, je me sentais d'avancer, cette force intérieure, ouais, cette force intérieure. Et il y a aussi les enfants. Les enfants, pour moi, ont été un moteur. Ils sont toujours mon moteur aujourd'hui. C'est un moteur pour moi. Ouais, c'est un moteur qui est hyper important. On J'ai envie dit que mes enfants soient heureux, en fait. oui, c'est ça. Je disais avec une autre femme, avec Corinne, que vous verrez bientôt. Ouais.
pendant notre échange, en fait, on avait évoqué le fait que finalement aussi, en tant que maman, de réussir à traverser cette épreuve du deuil et Ouais. à, à mettre en place de nouveaux projets, à créer quelque chose de nouveau et d'avancer, c'était aussi bah, quelque part une source d'inspiration pour nos enfants. Parce que Oui. ça leur montre aussi que bah, c'est possible de vivre quelque chose d'extrêmement difficile et puis de créer quand même quelque chose d'autre de beau derrière, en fait. Et je trouve que Mhm. ça, c'est un exemple magnifique parce que eux aussi, comme tu le disais tout à l'heure, ils ont vécu quelque chose de quand même particulier dans leur vie. Et moi, je me dis personnellement que même si à un moment donné de leur vie, c'est quelque chose qui peut revenir, peut-être qu'à un moment donné, ça peut être quelque chose qui va leur peser ou qui vont se poser des questions dessus, tu vois? Ou on ne sait pas en fait, mais je me dis que cet exemple-là, en fait, j'espère en tout cas que ça les inspirera et je pense qu'en tous les cas, ce sera forcément aidant d'avoir vu leur maman traverser ça et réussir à créer aussi quelque chose. Je pense que c'est quand même une belle transmission à mon avis, aussi Oui, pour les oui, enfants. oui. Oui, je pense que malgré tout, nos enfants, je pense qu'ils voient la vie différemment par rapport à d'autres enfants. Ils perçoivent les choses différemment. Puis je pense que cette transformation qui se passe, qui s'opère aussi, moi, je sais qu'aujourd'hui, je suis tournée sur le bien-être. Donc, le, mes enfants, je leur apprends alors, c'est des choses très, très, très simples, mais à leur dire, vous avez vu ce beau ciel, ce que le soleil nous donne aujourd'hui, vous entendez les oiseaux, ils regardent, bon, après, j'habite en campagne, mais ils sont très proches, ils sont plus à l'écoute de l'environnement que moi, je l'étais enfant. Il y a aussi ce système éducatif qui évolue chez nous. Et je pense qu'aussi ce fait d'avoir vécu le deuil très proche, j'ai fait du yoga avec eux, on parle de méditation. On... Moi aussi, j'ai- je médite avec eux. Bon, moi, ça marche pas vraiment, mais bon, on a essayé de le faire pendant le confinement, on a essayé de mettre des choses en place, des routines, Oui, mais on a essayé. Bon, après, on est vite parti, mais ça ouvre des portes. voilà, ça ouvre des portes et je suis persuadée qu'ils ils seront confrontés à des difficultés comme nous, on l'est aujourd'hui, mais ils ont tu vois, par exemple, Jules, il est au foot, Jules a plutôt un tempérament de leader, petit clown, mini ado, je ne sais pas comment expliquer, mais il a ce petit côté, euh, c'est peut-être aussi une façade, hein, mais il a beaucoup de copains. Il va être dans un groupe, il va se faire tout de suite des copains. Euh, je vois pas des enfants, en tout cas, je vois pas mes enfants renfermés socialement parlant, pas du tout. Alors, est-ce que voilà, c'est peut-être moi qui me dis, bah, c'est parce que ils ont eu ça dans leur vie, ils ont beaucoup plus de facilité à aller vers les autres, ou je sais pas, j'en sais rien, je sais pas. En tout cas, il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup de dialogue entre nous. Il y a, on se construit voilà, notre petite vie à trois et peut-être à quatre avec quelqu'un. Un jour, je referai ma vie. Je sais pas. Ça aussi, c'est quelque chose. On verra bien. C'est pas une de mes priorités aujourd'hui, mais en tout cas, ils sont aussi ouverts à tout ça. Ils sont ouverts à que je rencontre un nouvel amoureux. Ils aimeraient bien avoir un beau papa. On a déjà eu la conversation il y a quelques années. Ils m'ont déjà dit, j'aimerais bien avoir un beau papa. Alors, c'est vrai qu'ils sont aussi en demande de ça. Bon, je leur ai dit que ça ne se faisait pas comme ça, qu'on ne Ouais. pouvait pas, voilà, on ne tombe pas amoureux comme ça. Mais ouais, voilà, c'est ma deuxième fille, c'est, c'est mon petit parcours de vie. C'est vrai, je revois toutes les années là, depuis 6 ans et une évolution, une belle évolution et quand je suis dans le groupe où je vois tous ces petits messages, on en parlait tout à l'heure, où ça me touche énormément parce que j'ai l'impression voilà, de revivre ce que moi j'ai vécu il y a toutes ces années. Et c'est dans ces messages, je me retrouve totalement. Quoi. C'est ça,
La peur des premières fois, la peur de le faire toute seule, la peur voilà, c'est sortir de sa zone de confort qui est aussi pas évidente parce qu'on se sent seul aussi. Mmh. Mais finalement, on y arrive quand même et Alors, j'y suis toujours arrivée. ah voilà, et aujourd'hui, tu es là pour témoigner et merci pour ton beau témoignage Ouais, et ouais. ouais, c'est beau, je trouve ça émouvant. Bon, ça va, à un moment, j'ai cru que j'allais pleurer, mais ça va. Ça va, ça va. Est-ce que tu aurais envie d'ajouter un truc, en particulier justement pour les femmes qui regarderont, Ouais. Mmh. cette vidéo? Bah, moi, ce que je peux dire, c'est, de prendre soin de soi. C'est hyper important de s'écouter, d'écouter, ses émotions, hem, peut-être les revivre parce que moi, j'ai toujours été dans le fait de quand on m'a annoncé la mort de Thomas, j'ai ressenti un vide immense en moi. Quelque chose, une émotion très, très, triste, en fait, où je ne ressentais plus rien. Mmh. C'est un peu cette émotion-là qui enfuit en moi, qui est très difficile encore d'en parler aujourd'hui. Et cette émotion-là, je ne veux plus la revivre du tout. Et c'est assez marrant parce que je parlais avec une psychologue qui est plutôt dans le spirituel et qui m'a dit, pour avancer, pour travailler sur cette chose-là, il faudrait que tu la revives pleinement pour Ouais, t'élever. en profondeur. Ouais. C'est très dur. C'est très, très dur. Alors, il y a peut-être eu un petit épisode chez moi au mois de janvier où j'ai vécu quelque chose de pas super sympa et ben, j'ai vécu pleinement l'émotion et j'ai pleuré pendant 2 heures. Ce qui m'arrive très rarement. Mmh. Je pleure assez facilement, mais ça va, je vais pleurer et après c'est tout. Mais pleurer pendant 2 heures, ça m'arrive presque jamais. Ou ça m'arrivait au début quand je perdais Thomas où j'étais en crise d'angoisse. Mmh. Et bah, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de pleurer pendant ces 2 heures, ça m'a fait du bien de vivre pleinement cette émotion. Alors, est-ce que j'ai pas fait un transfert? Alors, je sais pas trop, mais voilà, je pense que, il D'aller faut au bout de ton émotion, c'est important. ouais, Ouais. ouais, d'aller au bout de cette émotion. Même si Heu, c'est désagréable en fait, parce que ça aide finalement j'allais dire à la transcender, à la dépasser, à c'est la ça, à la vivre une fois qu'elle est vécue pleinement, en fait, elle va c'est plus ça, à la transcender, c'est exactement le terme qu'elle m'avait donné, transcender. Mais moi, ça me fait peur tout ça, ça me fait peur parce que quand je repense à cette émotion, je pense qu'à la tristesse, ce ouais. vide immense, cette tristesse que j'ai ressentie, où plus rien m'a saigné, plus rien me même l'amour de Jules, même la grossesse, je j'arrivais plus, j'arrivais pas, c'était tellement dur. Émotionnellement, c'est tellement dur de vivre ça et on se dit: «Non, on va se réveiller, c'est pas possible, c'est un cauchemar». Donc c'est vrai que cette émotion-là, elle a duré pendant un moment, pendant je pense à peu près 6 mois. J'arrive pas trop à visualiser, mais voilà, de vraiment se poser et que si on n'est pas bien, on n'est pas bien, c'est tout, c'est comme ça. De pas hésiter, voilà, moi je me dis: «J'ai repris beaucoup trop tôt le travail, je me suis pas écoutée». J'étais en mode guerrière où je me dis: «Non, non, ça va», mais non, ça n'allait pas du tout en fait et aussi de se faire accompagner. Ça pour moi, c'est primordial. Ne pas rester dans cette bulle, ou se dire: «Ça va aller» ou «Ça va passer» parce que non, moi ça a pas passé. Au bout de 2 ans et demi, si j'avais rien fait, je pense que je serais tombée dans une grave dépression. Se faire accompagner par des coachs, par des groupes comme le tien, Mélanie, te faire toi aussi, je pense que tu es en capacité, voilà, d'aujourd'hui d'accompagner, les personnes face au deuil. C'est des métiers qui existent pas beaucoup en plus en France, où il y a pas du tout, cette chose de coaching et qui mieux pour aider quelqu'un qui a vécu la même chose? Mmh. Voilà, les psys, ils sont très bien. Moi, j'ai eu une très bonne thérapeute, mais elle a pas qui était dans la compassion, la bienveillance. Mais à un moment, elle donnait pas alors je dis pas qu'on doit avoir des réponses à ces questions, mais il y a quelque chose qui me manquait à un moment et que j'ai cherché autre part, ou j'ai fait de la kinésiologie, mais reconnecter ses émotions au niveau du corps, hem, partir sur des choses naturelles, Mmh. éviter le chimico le plus possible, les antidépresseurs. Après alors quand on n'a pas le choix, c'est tout, il faut les prendre, mais voilà, moi c'est vraiment des choses, se connecter à la nature, se connecter, à des choses qui nous font du bien,
entendre ses enfants rire aussi, être dans la joie, ça c'est voilà, je pense que l'enfant, il a cette capacité, en fait, à être toujours dans le petit bonheur, en fait, dans leur petit monde enfantin, qui est très beau, en fait. Dans l'instant Ils ont présent. En fait. ouais, dans l'instant présent, pas se poser de questions ou et Bah, ils vivent l'émotion, eux, je pense, pleinement jusqu'au bout. Et si tu le leur permets, et finalement, c'est ce qui leur permet aussi, je pense, de passer après à autre chose facilement, et après d'aller trouver un autre bonheur dans la journée, et puis voilà, ça revient, ouais, ils vont revivre le truc, et puis hop, après ils vont repasser à autre chose, et ouais, c'est c'est ça. tout à fait ça, parce que quand tu vois, parce que moi, mes enfants font des petites crises, hein, comme tous les enfants. Mais eux, dès qu'ils sont en colère, ils vivent pleinement leur colère. Alors moi, c'est des petits coups dans les murs, sur la table, ils vont se rouler à par terre. Mais en fait, c'est peut-être eux qui ont raison. Parfois, je me dis il y a un décalage, mais quand tu me parles de ça, c'est peut-être eux, ils vivent pleinement l'émotion. Puis après, c'est comme si de rien n'était. C'est ça. Ben, en fait, il y a des moyens de le faire en tant qu'adulte, autres que se rouler par terre. Oui, Mais quoique des fois, tu sais, je crie un bon coup, ou je fais non, mais je pense que c'est vrai qu'il y a peut-être des choses où nous, on a été. Puis moi, dans ma génération, moi, donc j'ai 41 ans, dans les années 80, nos émotions, on n'en parlait pas. non, c'est clair. On nous disait d'arrêter de pleurer ou Claire, ouais, c'est ça. Donc c'est aussi un autre. mignonne. Et d'être Donc de s'écouter. Moi, c'est hyper important, s'écouter, de se faire accompagner. Euh, et, et aussi de penser à soi avant de penser aux autres. Alors, quand je dis à soi, il y a aussi les enfants à soi, hein, les enfants, mais aussi lui, son rôle de maman, son rôle de femme pleinement, et de souffler quand on a besoin de souffler, quand on a la possibilité de le faire aussi, pour se prendre du temps pour soi. Voilà. Merci. Merci Mélanie. À très Et bientôt. écoute, je te remercie pour cet échange. Si tu es Oui. d'accord, je propose aux personnes du groupe privé de poser des questions si elles le souhaitent quand je mettrai la vidéo sur le groupe. Oui, Du coup, je te ferai signe si tu es d'accord pour répondre aux questions qui, du coup, te seront destinées. aucun problème, avec grand plaisir. Et ben, merci beaucoup. Merci Mélanie, à bientôt. Je te dis à bientôt et je te souhaite une belle continuation et merci beaucoup pour ton partage émouvant. Merci Mélanie, à bientôt. Bisous. Salut. Bye. Bisous.